السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. أنا شايفك مازال ما جاش ولا ما عندهمش لو ليا ثلاثة. Bon, je pense qu'on va commencer. Comme tu m'as fait. أستاذ أنا سمعتك. Très bien. Juste قبل ما نبدأ par rapport au cours تاع S1 traitement d'image, je pense كان عندكم des TP et كان عندكم des comptes rendus à envoyer des chargés TP. Mais apparemment كاين ثلاثة باك اللي بعثوا les comptes rendus et en plus concrètement كاين واحد اللي خدم وكاين زوج كوبي كولي. Donc il faut savoir que les comptes rendus seront notés et que même les copier-coller, ça sera noté. Les copier-coller, alors ben, il y a une question. Donc le but, tu les comptes rendus. ماشي لازم تكتب حاجة صحيحة. Mais لازم دير un compte rendu. Parce que comme تتعلموا دير في les comptes rendus. C'est pas un examen, ماشي examen لازم تكتب حاجة صحيحة. Mais لازم دير هذاك le compte rendu وكل واحد يدير le compte rendu بوحدو. سما كاين الناس اللي دير copier-coller, ça sert à quoi? Et en plus, un copier-coller اللي باين ماشي كيسيون تاع copier-coller باين بدل جوست الاسم. واش تحاسبوا الاستاذ ما يقراش ولا ما يكومباريش ولا كيفاش؟ ومن تجي واحد اخر اللي ما يبعثوش كامل ثان سان بروبليم. دونك راني قلت لكم انتم تحملوا مسؤوليتكم. دونك لي كونت روندو لازم تكتبوا تخدموا لي كونت روندو اللي ما خدمتوهمش وتبعثهم للاستاذه. اسكو عندكم دي بروبليم بارتيكولي في التي بي؟ عبد الرحمن اسكو vous avez des problèmes particuliers في TP؟ لا أستاذ التيب هذاك فهمته مليح. D'accord. عائشة est-ce que vous avez des problèmes particuliers؟ تقدروا ديروا كونت روندو في الدار؟ Non. ما عائشة ما بعثيش. مسيو مازال بصح تفاهمنا انا وحده نخدمو كيف حنخدمو كيف هذه تاع نورمال نقدروا نخدمو دي بونوم. شوفي مع الاستاذه تاع شارجي تي بي كيفاش راكم متفاهمين شوفي معاها. مي انا المعلومات اللي وصلوني سي كو ما بعثوش هذا هو لو بلو غراف. لازم تبعثوا باسكو جايكم تي بي تاع تاع لا بدينا نخدمو في تي بي انا هادي بصح مازال ما بعثناش كيما مازال ما عاودتش هدرت لنا كامل والاخرين كاع ما بعثوش عم بعثنا انولي ولا هاد كونت روندو. نو ما كاينش انولي سا سا نوتي ماشي غير نيباني سا سا نوتي. من اللي دينا فاكونس ما زدناش هضرنا مع البروف وهي ما بعثتلناش. سي بور سا كو استاذينا بس شويه مي درنا مشينا شويه في تي بي. هي لا بالاري عندكم سمعنا استاذه تستنى في لي كوندوندو. دونك خلاص ان شاء الله نقدر ديروا خدموا لي كوندوندو نعاودوا وبعثوا لها ان شاء الله باذن الله. فوالا الوغ نكملوا مع الكور تاع لا سيغمونطاسيون. Donc, je fais la segmentation et la détection des contours. On a le watershed, la ligne de partage des eaux. Donc, la ligne de partage des eaux, c'est une méthode de segmentation particulière qui est très utile.
quand les régions se chevauchent, comme on le voit sur les transparents, notamment quand vous avez deux pièces, d'accord? Et il y a un chevauchement entre les deux pièces, il y a une pièce qui est sur l'autre. Et donc, si on applique une méthode entre parenthèses classique de segmentation, les deux pièces vont être considérées comme une seule pièce. D'accord? Et tout ça, les deux pièces, par exemple 3 et 4, ça va être détecté comme une seule région. La méthode de watershed, ligne de partage des eaux, permet de remédier à ce problème et détecter, en l'occurrence, dans ce cas-là, de 4, 7 pièces différentes, donc 7 régions différentes. Par contre, une méthode de segmentation entre parenthèses classique va détecter uniquement 3 régions différentes. Donc, watershed, le principe est simple, mais ça repose, le principe, ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est que je prends l'image, ici c'est un signal, j'inverse les intensités et je fais couler, c'est comme si je fais couler de l'eau et donc l'eau va remonter le long de l'axe des Y jusqu'à ce que deux régions se touchent. Et quand deux régions différentes se touchent, je considère que là, j'ai un contour. L'algorithme de watershed, c'est plus un algorithme qu'une technique, qu'une méthode, qu'un modèle mathématique. C'est plus algorithmique et un petit peu compliqué à expliquer, mais ça repose sur un autre algorithme qui est plus simple et qui est aussi utilisé dans d'autres applications. Alors, c'est quoi cet algorithme? C'est l'algorithme qui permet de calculer les distances. Si vous avez par exemple cette image-là, avec des 0 et des 1, les 1 étant la région, ce que vous voyez comme 1, ça c'est une région. C'est comme si vous avez un objet. Et la question qui se pose, comment je calcule la distance minimale de chaque pixel à la composante objet? Donc je répète, le 1, c'est les pixels qui appartiennent à l'objet. Par exemple, quelle est la distance entre ce pixel-là, le pixel 0, et l'objet? La distance c'est 1. Parce qu'il y a un seul pixel qui sépare les deux. Quelle est la distance entre ce pixel-là et l'objet? Eh bien, en fonction de la connexité qu'on considère, si je considère la oui-connexité, la distance, c'est racine de 2. Si je considère la 4-connexité, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de connexité, la distance, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc, la question qui se pose, comment je calcule pour chaque pixel de l'image sa distance par rapport à l'objet. Donc ça, cet algorithme qui est aussi retrouvé dans d'autres applications est utilisé dans la méthode de watershed. Le calcul direct est un petit peu coûteux en temps de calcul, et donc on préfère un algorithme plus rapide et qui fait un calcul approximatif de cette distance. C'est l'algorithme qu'on va expliquer maintenant. Donc ça, c'est les résultats de la distance réelle minimale entre chaque pixel, de chaque pixel à la composante objet. Ce que vous voyez ici comme 0, c'est les pixels qui appartiennent à l'objet. Donc effectivement, la distance entre un pixel qui appartient à l'objet et l'objet lui-même, c'est 0, parce que le pixel appartient, tout simplement. Ici, on a des 1, ici, on a racine de 2, ainsi de suite. Donc, le temps de calcul de cette distance exacte est un petit peu élevé. Donc, on préfère un calcul approximatif, mais qui est beaucoup plus rapide. Et cet algorithme rapide qui permet de faire ce calcul approximatif est basé sur l'application de filtres. Et en fait, c'est l'application de deux filtres de manière consécutive. Alors, on commence par étendre l'image par zéro padding, c'est-à-dire que je prends cette image-là initiale et je rajoute une ligne, une colonne, je rajoute une ligne au début et une ligne à la fin, une colonne au début et une colonne à la fin, pour pouvoir gérer les pixels au bas. J'ajoute des pixels qui contiennent la valeur 0. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je remplace le 0 par plus l'infini et je remplace 1 par 0. Donc, on voit ici, les 0, c'est les pixels qui appartiennent à l'objet. Initialement, c'était des pixels avec la valeur 1 qu'on a remplacé par 0. Et le 0, on l'a remplacé par
l'infini. Ça, c'est la première, enfin, ça, c'est le résultat de la première étape. Ensuite, on applique un filtre, on applique un masque. Le masque, c'est celui-là. Donc, c'est un masque 2 x 2, contient l'infini 1, 1, 0. Et je vais poser ce masque-là sur ce coin-là, d'accord, le coin supérieur gauche, et je vais faire des calculs, comme on a l'habitude de faire, et je vais parcourir l'image, pixel par pixel, dans ce sens-là, jusqu'à arriver au dernier pixel. Et comment je fais le calcul? Ça, c'est le pixel central. Je fais la somme de mon masque avec les valeurs de l'image que j'ai extraites à partir de l'image. C'est 2 x 2, c'est aussi un masque 2 x 2. Je fais la somme des deux. Bien sûr, l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est l'infini. 1 plus l'infini, c'est l'infini. Et 0 plus 0, c'est 0. Ensuite, je remplace la valeur de ce pixel central. On considère que ça, c'est le pixel central, avec le minimum de l'imagette obtenue. Par exemple, ici, le minimum de cette imagette 2 x 2, c'est 0. Donc, je remplace ce pixel-là, le pixel image, ce pixel-là, par 0. Par exemple, si j'applique ce filtre sur une autre partie de l'image qui est celle-là, la somme, c'est ça, la somme du masque avec la partie extraite de l'image, c'est cette imagette-là. Le minimum, c'est 1, donc je remplace ce pixel-là par 1. Alors pareil, une autre situation, la somme, ça donne ça. Le minimum de cette imagette, c'est 2, je remplace ce pixel-là par 2. Voilà ce qu'on obtient. Donc lorsque je fais ce passage-là, jusqu'à arriver au dernier pixel, voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est le résultat de l'application du premier filtre, et ce qu'on appelle aussi le filtre direct. Maintenant, on va faire un deuxième filtre qui est un filtre inverse, qu'on va appliquer dans l'autre sens. Initialement, le premier filtre, on l'a appliqué dans ce sens-là, de gauche à droite et de haut vers le bas. Maintenant, c'est l'inverse, de droite à gauche et d'en bas vers le haut. Et aussi, on change de filtre. Tout à l'heure, c'était l'infini, infini 1, 1, 0. Le nouveau filtre, c'est 0, 1, 1, infini. Donc, en fait, on a, on a permuté la valeur 0 avec plus l'infini. Tout à l'heure, c'était infini ici et 0 ici. On applique le filtre, comme je viens d'expliquer, sur cette image-là, résultat de la première étape, de droite vers la gauche et d'en bas vers le haut. Et voilà ce qu'on obtient. Toujours, je fais la somme et je remplace par le minimum. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, ça, c'est une approximation. Cette matrice-là, c'est une approximation de la matrice des distances. Si je reviens en arrière, ça, c'est la vraie matrice de distance, les valeurs réelles. Par exemple, ici, on a 4,4, 3,6. Là, on a 6 et 5. 6 et 5, c'est des approximations de 4, et 3, troisième valeur, par exemple, c'est 4. Tout à l'heure, c'était, enfin, plutôt la vraie valeur, c'est 2,82. Donc, on voit que c'est une approximation, mais qui est quand même très grossière. L'approximation n'est pas précise. Pourquoi elle n'est pas précise? Parce qu'on a utilisé un masque 2 x 2. On peut changer de masque, et plutôt que d'utiliser ces deux masques-là 2 x 2, on peut utiliser des masques 3 x 3 pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, si je prends ce masque-là pour le filtre direct et ce masque-là pour le filtre inverse, d'accord? Comme tout à l'heure, ça et ça, c'est symétrique par rapport à cet axe-là. Je fais le premier parcours direct et le deuxième parcours inverse. Et ce que j'obtiens, je le divise par 3. D'accord? Et donc, la première valeur, quand je la divise par 3, j'obtiens 4,47. La vraie valeur, c'est 4,47. Voilà, donc c'est un résultat assez précis. La deuxième valeur, je vais faire le calcul. Si je prends cette valeur-là, le pixel de 2, alors c'est… pardon, c'est pas ça. Voilà. Ici, ce pixel de 2, divisé 4,3,
diviser 10,3, vous allez avoir 3,33. Et la vraie valeur, c'est ici 3,16. D'accord? Ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un algorithme qui permet de calculer une valeur approximative de la distance. Maintenant, un deuxième algorithme qui est aussi très utile aussi dans d'autres applications, c'est l'étiquetage de composantes connexes. C'est-à-dire, une fois qu'on a une image binaire, une image qui contient plusieurs objets différents, là en l'occurrence on a 3 objets, la question qui se pose, comment je peux associer à chaque pixel une étiquette? Par exemple, tous ces pixels-là, on va leur associer l'étiquette 1. Tous ces pixels-là, on va leur associer l'étiquette 2. Et tous ces pixels-là, on va leur associer l'étiquette 3. D'accord? C'est ça l'algorithme d'étiquetage de composantes connexes. L'algorithme de labeling. Alors, pareil, on va faire cet étiquetage en faisant 2 parcours d'image, généralement. Je vais aller dans ce sens-là, d'accord, de gauche vers la droite, vers le bas, ensuite dans le sens inverse. Et je vais faire la chose suivante. Pour chaque pixel, je vais analyser les 2 pixels voisins, le pixel gauche et le pixel voisin gauche et le pixel voisin haut. Alors, j'ai 2 possibilités. Alors, si les 2 pixels n'ont aucune étiquette, comme c'est le cas ici, je mets ici une nouvelle étiquette. Par exemple, ici, première étape, j'ai 2 pixels qui n'ont aucune étiquette, je mets une nouvelle étiquette 1. Maintenant, j'avance. Si l'un des 2 pixels, si l'un des 2 pixels ou bien les 2 pixels possèdent une étiquette, je mets ici l'étiquette de valeur minimale. D'accord? Donc, j'ai 2 situations. Soit les 2 pixels n'ont aucune étiquette et je mets une nouvelle étiquette, soit les 2 pixels possèdent au moins une étiquette, et dans ce cas, je mets la plus petite étiquette. Donc là, j'ai 1. Je viens ici, j'examine ces deux voisins. Ce voisin est là 1, ce voisin n'a pas d'étiquette. Je mets la valeur 1. Maintenant, quand j'arrive à ce pixel-là, remarque, j'examine uniquement les pixels des pixels blancs, parce que c'est les pixels qui appartiennent aux objets. Les pixels noirs, c'est les pixels du fond. Ça ne m'intéresse pas. Quand j'arrive à ce pixel-là, quand j'examine les pixels voisins n'ont pas d'étiquette. Et comme on a expliqué, quand les 2 pixels voisins n'ont pas d'étiquette, je mets une nouvelle étiquette. Est-ce que je mets 1? Non, je ne mets pas 1. Pourquoi? Parce que 1, je l'ai déjà utilisé. Donc, je mets une nouvelle étiquette 2. J'avance ici, j'examine ça avec ça. J'ai un pixel avec la valeur 2, l'autre qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'étiquette. Je mets ici 2, ainsi de suite. Et j'avance. Je viens ici, j'examine ces 2 pixels voisins. J'ai un pixel avec la valeur 1, le minimum c'est 1. Ici c'est 1, c'est 1, jusqu'à arriver ici. Quand j'arrive ici, à ce pixel-là, j'ai 2 pixels qui n'ont pas d'étiquette. Donc qu'est-ce que je fais? C'est une question. Qu'est-ce que je mets ici comme étiquette? C'est une question. Abdelrahman? Oui, Abdelrahman, pas de réponse? Pas de réponse. Aïcha? 2. Combien? 2. Non, ce n'est pas 2. Les 2 pixels voisins n'ont pas d'étiquette. Donc, on a 2 situations. Soit les 2 pixels voisins ont une étiquette et je prends le minimum. Alors, quand je dis une étiquette, ça veut dire au moins une étiquette. Soit les 2 pixels voisins n'ont pas d'étiquette et dans ce cas-là, je mets une nouvelle étiquette. Quelle est la nouvelle étiquette que je peux mettre ici? 1. Combien? 3. 3, très bien. Pourquoi 3? Parce que 1, je l'ai déjà utilisé. 2, je l'ai déjà utilisé. Ainsi de suite. Right. Et je continue. Alors, la même chose, quand j'arrive ici, à ce pixel-là, les 2 pixels voisins n'ont pas d'étiquette. Là, je vais devoir mettre la valeur 4. Et jusqu'à arriver au dernier pixel.
Ça, c'est le premier parcours. Ce qu'on remarque, c'est que dans cette région, tout est bon. Tous les pixels possèdent la même étiquette. Par contre, dans cette région, les pixels, ou bien ces pixels appartiennent à la même région, mais il y en a des pixels qui ont des étiquettes différentes. Il y a un certain nombre de pixels avec l'étiquette 2 pixels avec l'étiquette 3, un pixel avec l'étiquette 4 et un autre pixel avec l'étiquette 6. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tous les pixels qui appartiennent à la même région doivent avoir la même étiquette. C'est pour ça qu'on a besoin de faire un deuxième parcours. Et le deuxième parcours, on va le faire dans ce sens-là. En bas vers le haut et droite vers la gauche. Et dans ce cas-là, alors pareil, on affecte à chaque pixel d'une région la plus petite étiquette parmi la sienne. Donc, je considère l'étiquette du pixel lui-même. Tout à l'heure, un nouveau pixel n'avait pas d'étiquette. Mais là, forcément, chaque pixel que je vais considérer, chaque pixel blanc, il a forcément une étiquette. Donc, je vais associer la plus petite valeur parmi l'étiquette du pixel ainsi que les étiquettes des pixels voisins bas et le pixel droit. D'accord? Donc, ici, j'ai 5. J'ai pas le pixel bas et droit n'ont pas d'étiquette, donc je prends 5 et ainsi de suite. Quand j'arrive ici, je compare ça avec ça et avec ça, je mets 2. Quand j'arrive ici, je compare 6 avec 2 et avec ici pas d'étiquette. Le minimum entre 6 et 2, je mets ici 2. D'accord? Quand j'arrive ici, par exemple ici, 2, 2, 2, il n'y a pas de problème. 3 pixels, le minimum, c'est 2. Quand j'arrive ici, j'ai 3, 2 et ce pixel-là, le minimum, c'est 2. Quand j'arrive ici, ce pixel-là, je l'ai déjà modifié. J'ai 2, 4 et pas d'étiquette. Le minimum, c'est 2. Et donc, j'obtiens ça. Donc, le deuxième parcours va me permettre de corriger le problème d'existence de pixels d'une seule région, d'une même région, qui possèdent des étiquettes différentes. Il se peut que dans certaines situations, 2 parcours ne suffisent pas. C'est-à-dire quand je fais un parcours direct et un parcours inverse, ça ne suffit pas et j'ai besoin de faire plusieurs parcours. Alors, comment je peux savoir quel est le nombre de parcours? Quand je fais un premier parcours, deuxième, c'est-à-dire direct et inverse. Ensuite, quand je fais le deuxième parcours direct, s'il y a certains pixels qui changent, ça veut dire que j'ai besoin de faire ce parcours-là. Si tous les pixels ne changent pas, j'arrête. C'est-à-dire que j'ai convergence, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, on arrive à un autre problème, ou une autre notion, c'est la classification. Donc, on avait déjà parlé de la différence entre classification et segmentation. Alors, classification, c'est donner des étiquettes aux pixels. C'est répartir les pixels en différents groupes en fonction de leurs caractéristiques ou bien features, ou bien des descripteurs, ou bien voilà, des caractéristiques. Alors, ces caractéristiques peuvent être très variées. Je peux par exemple considérer le niveau de gris, je peux considérer la couleur, je peux considérer le gradient, je peux considérer une certaine statistique locale et on peut imaginer n'importe quelle caractéristique qui permet de décrire le pixel et qui sera utilisée pour faire la classification. Maintenant, c'est quoi la différence entre classification et segmentation? Eh bien, tout simplement, la différence, ça se situe au niveau du critère de connexité. Si j'exige que les classes que j'obtiens soient connexes, dans ce cas-là, on est en train de faire de la segmentation. Si les classes que j'obtiens ne sont pas forcément connexes, là, je suis en train de faire de la classification dans les cas généraux. Maintenant, il y a 2 types de classification. Il y a la classification supervisée et la classification non supervisée. La classification supervisée, c'est quand j'ai des informations sur les classes que je suis en train de chercher.
Des informations de quel type? Ça peut être par exemple le nombre de classes. J'ai un certain nombre de pixels et je cherche 2 classes, ou bien je cherche 3 classes. Donc là, j'ai une information a priori sur les classes que je suis en train de chercher. Donc là, on est en train de faire de la classification supervisée. Ça peut être aussi certains paramètres que je vais utiliser dans mes méthodes de classification, comme on va le voir tout de suite, juste après. Maintenant, si je n'ai aucune information sur les classes que je cherche, on parle dans ce cas-là d'une classification non supervisée. Pour la classification non supervisée, elle est faite sur les données et à partir des données directement sans fournir des informations a priori sur la nature des classes. Alors, la première méthode de classification, c'est the k-nearest neighbors classifier. La classification, le cas plus proche voisin. La classification par cas plus proche voisin. Alors, dans ce cas-là, on suppose que les classes sont définies par quelques éléments dits de référence. Par exemple, j'ai une image qui contient 100 pixels fois 100 pixels. Donc, ça fait 10 000 pixels. D'accord? Supposons que je cherche... supposons que j'affiche l'image et je sélectionne des pixels qui sont censés représenter des classes différentes. Je peux par exemple cliquer sur 10 pixels différents, 10 pixels différents. D'accord? Je clique dessus et chaque pixel va représenter une classe. Donc, ces pixels que j'ai sélectionnés sont les éléments de référence, sont les pixels de référence. Et ces pixels-là vont déterminer les classes. Maintenant, si je prends un nouveau pixel que je n'ai pas sélectionné à l'avance, comment je peux savoir à quelle région il appartient? Eh bien, je vais déterminer parmi les pixels de référence, quels sont les k pixels les plus proches. Alors, quand je dis k pixels, ça peut être 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, ainsi de suite. Alors, supposons que k est égal à 4. D'accord? Donc, pour n'importe quel pixel, je vais chercher quels sont les k pixels les plus proches parmi les pixels de référence, parmi les 10 pixels de référence. Une fois que je détermine les k pixels, par exemple les 4 pixels, ou bien supposons que k égale à 5, c'est pour simplifier, supposons que k égale à 5. Quand je détermine les 5 pixels les plus proches, maintenant, pardon, autant pour moi, c'est pas ça. Excusez-moi juste un instant. Je pense. J'ai une petite confusion. Attends, je réfléchis. Excusez-moi, j'ai un doute. Je pense que j'ai mélangé deux algorithmes. Donc, je vais sauter l'algorithme des k-nearest neighbor classifier et je reviens sur cet algorithme plus tard, OK? Donc, désolé, je passe cette section-là. Et donc, je vais aller directement au deuxième algorithme qui est le minimum distance to mean classifier. Donc, dans ce cas-là, dans le deuxième algorithme, les classes sont définies par leur centre. Donc, quand j'ai une image, par exemple, 100 x 100, 100 pixels x 100 pixels,
J'ai choisi par exemple 5 classes, d'accord, 5 pixels. Donc chaque pixel définit une classe, ou bien chaque classe est définie par un pixel. Maintenant, si je prends un nouveau pixel, comment je peux savoir à quelle place il appartient? Eh bien, tout simplement, je vais chercher quel est l'élément de référence, ou bien les centres des classes que j'ai déjà sélectionnés, les 5 parmi les 5, quel est le centre le plus proche? Donc, si c'est le premier, donc je considère que ce pixel-là appartient à la première classe. Si c'est le deuxième, je considère la deuxième classe, ainsi de suite. Donc, en fait, chaque pixel est associé à la classe dont son centre est le plus proche. Ou bien, chaque pixel est associé à la classe la plus proche en considérant les distances à leur centre. Troisième algorithme de classification, c'est l'algorithme des K-means, ou bien les K moyennes dynamiques. Donc, cet algorithme est très utilisé en pratique et plusieurs variantes ont été proposées dans la littérature. Alors, supposons qu'on a un ensemble de points, un ensemble d'objets, et je veux classifier ces points en K classes différentes. Donc, le K, l'élément K, le nombre K est connu à l'avance. Donc, en fait, c'est un paramètre de l'algorithme. En ce sens-là, cet algorithme est supervisé. Donc, à partir d'une initialisation, alors l'initialisation, je peux faire l'initialisation par deux moyens. Soit je donne les K centres des classes, soit je donne les K classes. Et quand je dis je donne les K classes, ça veut dire parmi je considère que j'ai un objet. J'ai n grand N objets. Ça veut dire que pour chaque objet, j'associe une étiquette qui appartient à l'ensemble 1 jusqu'à K. C'est-à-dire pour chaque objet, je lui associe une étiquette, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, jusqu'à K. Je vais dire à quelle classe elle appartient. D'accord? Donc, je vais ma classification initiale. Ensuite, donc, supposons que j'ai initialisé ma classification. Donc, chaque pixel possède une étiquette qui varie entre 1 et K. Pour la première classe, je prends tous les pixels qui appartiennent à la première classe et je calcule la moyenne. Ça va me donner la moyenne de la classe. Je prends tous les pixels qui appartiennent à la deuxième classe, je calcule leur moyenne. Et je fais ça pour toutes les classes de 1 jusqu'à K. Ainsi, je définis K centre des classes. Maintenant, ayant les K centres des classes, je vais refaire l'opération de classification où, pour chaque pixel, je vais chercher parmi les K moyennes, les K centres que j'ai déjà calculés, quel est le centre le plus proche. Si le pixel est plus proche, parmi les K centres, est plus proche du troisième centre, par exemple, je considère que ce pixel appartient à la troisième classe. S'il est plus proche du cinquième centre, par exemple, je considère qu'il appartient à la cinquième classe. Ainsi de suite. Et je fais ça pour tous les pixels. Donc, concrètement, je commence par initialiser la classification. Ensuite, pour chaque classe, je calcule un nouveau centre, je calcule un centre. Ensuite, je refais ma classification en fonction des centres. Maintenant, quand je refais ma classification, je peux refaire une autre fois le calcul du centre des classes. Avec les nouveaux centres des classes, je peux refaire la classification. Donc, en fait, c'est un algorithme itératif qui alterne le calcul des centres avec l'opération de classification ou bien d'affectation des pixels aux classes. On peut voir ça comme la répétition de deux étapes. Calcul des centres, première étape. Affectation des pixels aux classes en fonction des distances du pixel par rapport au centre. Donc, je fais ça d'une manière itérative jusqu'à convergence. Et quand est-ce que je considère que j'ai convergence? Quand les classes que je définis ne changent pas. Ou bien d'une manière équivalente, quand les centres ne changent pas. Quand je calcule mes centres, je fais une classification.
Quand je calcule les nouveaux centres, eh bien, je retrouve exactement les anciens centres. Dans ce cas-là, je considère que j'ai convergence. Alors, cet algorithme, il converge très rapidement. En pratique, juste en quelques itérations, ça permet d'avoir une classification stable. Voici un exemple. Vous voyez le nuage initial. Donc, ça risque de se couper dans quelques minutes, je pense. Si ça se coupe, vous vous reconnectez comme on a l'habitude de le faire. Donc, ça, l'image A, c'est le premier nuage de points. Donc, clairement, visuellement, on a deux classes. Donc, on va essayer de chercher ces deux classes-là, d'identifier ces deux classes-là. Pour faire la classification, il suffit de tracer une ligne. Si je trace cette ligne-là, d'accord, la ligne en rouge, les points qui sont à gauche, les points bleus, appartiennent à la première classe et les points qui sont à droite appartiennent à la deuxième classe. Ou bien d'une manière équivalente, j'ai ce nuage de points, je choisis deux points. Le point, cette croix bleue, définit le centre de la première classe et la croix rouge définit le centre de la deuxième classe. D'accord? Maintenant, si je prends par exemple ce pixel-là, est-ce qu'il appartient à la classe bleue ou bien à la classe rouge? Ce pixel il appartient à la classe bleue. Pourquoi? Parce que ce pixel-là, il est plus proche du centre bleu que du centre rouge. Si je prends ce pixel-là, par exemple, ce pixel-là, il appartient à la classe rouge. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche du centre rouge que du centre bleu. Et je fais ça pour tous les pixels. Ça me donne cette répartition des pixels. Les points bleus, les objets ou les pixels, ce que vous voulez, appartiennent à la classe bleue. Et les points rouges appartiennent à la classe rouge. Ensuite, je prends les points bleus et je calcule un nouveau centre, c'est-à-dire je calcule la moyenne, okay, la moyenne arithmétique. Si je considère les coordonnées, je prends la moyenne de tous ces points-là, la somme de xi divisé par le nombre de points et la somme de yi divisé par le nombre de points, ça donne un nouveau centre. Et pareil, je fais la même chose pour les pixels rouges. Le nouveau centre des points bleus, c'est cette croix-là. Et le nouveau centre des points rouges, c'est cette croix-là.